Oula, pardon, désolé pour l'attente. Un petit problème nu dans les machines qui s'écoule mal, enfin, bref, un vrai bordel quoi. C'est pour commander? Oui, un menu critique express, s'il vous plaît. Ok, donc un menu critique express, alors... il va me rester un menu Sanchi ou un menu Drive Macar? On m'a vivement conseillé Sanchi, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de changer de recette. Alors, un menu Drive Macar, s'il vous plaît. Drive Macar, ok. Une sauce particulière? Non, rien, merci. Très bien, parfait alors. Allez-y, installez-vous, j'arrive tout de suite avec votre plateau. A tout de suite. Et voilà, attention, votre menu. Alors, attendez, voilà. Tac. Et voilà. On vous souhaite un bon visionnage. Alors, Drive Macar, c'est réalisé par Ryusuke Hamaguchi, le gars responsable de Sense, qui était un film découpé en plusieurs parties et qui durait 5h17. Et pire, c'est que je suis allé le voir, et la bande-annonce donnait vachement envie. Cette histoire de femmes quarantenaires qui se posaient des questions sur leur existence, et dont l'une d'elles finit par disparaître mystérieusement. Il y avait du drame, du suspense, des interrogations, de l'acting, enfin bref, j'étais vraiment impatient de le voir. Ça a été la pire séance de ma vie. Pour faire simple, un rythme au bas des pâquerettes, des dialogues à n'en plus finir, bordel, mais oui, mais effectivement, il y a des dialogues qui fonctionnaient, mais ces dialogues incessants, ces moments longs, ces moments qui n'en finissaient pas pour montrer la difficulté de l'existence et du poids des années, la mise en scène qui faisait des longs plans, putain, des longs plans, juste des putains de travelling arrière ou avant, enfin, juste pour montrer des personnages en train de discuter et de marcher. Une histoire qui commence qu'à partir de 2 putains d'heures et qui se résolve d'elle-même au bout d'1 heure. Donc autant dire que l'intrigue elle a été écrite par-dessus la jambe. Aussi parce que les gars ils savaient pas comment écrire des scènes qui fonctionnaient en termes d'art du rebondissement narratif, ou soit du conflit intérieur ou du conflit entre personnages. Il y a bien 2-3 scènes qui fonctionnent parce que les personnages à un moment donné bah, ils se disent leurs 4 vérités, donc ça fait bouger les choses, c'est intéressant, ça fait changer les rapports entre les personnages, mais bordel, c'est tellement peu comparé aux 5 heures que dire ce film. Mais on peut expliquer à quoi ça sert cette scène qui apparaît quasiment après 4 heures de film, 4 heures quand tu viens de te taper 4 heures de lent film, et alors que tu vois à un moment donné un personnage, une autrice qui est en train de réciter son propre bouquin et qui ensuite elle prend la caméra pendant plus de 10 putain de minutes. Pendant 10 minutes t'as cette femme en train de réciter son texte. Ça sert à quoi? Le réel il joue avec le nerf parce qu'en plus elle prend des pauses, elle est en train de boire son verre à un moment donné et elle repart. C'est quoi ce réel qui se prend pour un putain de génie en se disant oh tiens c'est bien, c'est méta et tout, c'est trop bien, je suis trop pas les gens. Mais putain à quoi ça a servi? Je suis désolé, mais... ça m'a tellement exaspéré comme film que je me suis barré avant la fin de la séance, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. C'est un principe immuable chez moi, mais là... Là, c'était trop, là. Donc... en allant découvrir Drive Macar et ses 3 heures au compteur, autant vous dire que j'y allais avec une énorme crainte, couplé avec un sentiment perverse de sadomasochisme. Parce que j'aime bien faire mal. Et donc, verdict? C'était pas si mal. C'était même très bien. Je suis le premier étonné, mais Drive Macar, c'était magnifique. Pas sans défaut, cela dit, hein, mais c'était quand même très touchant et même très intelligent. Mais bref, assez d'adjectifs. Drive Macar, ça raconte l'histoire de Yusuke, qui est un acteur et metteur en scène de pièces de théâtre multilangues, qui est follement amoureux de sa compagne Otto, qui est scénariste à la télévision. Sauf qu'un jour, Yusuke va se rendre compte qu'elle le trompe. Oups.
mais Yosuke décide de ne rien dire et de vivre leur vie comme avant, comme si de rien n'était. Sauf qu'un jour, Otto meurt soudainement. Oups. À la suite de ça, 2 ans plus tard, Yosuke se rend à Hiroshima pour monter la pièce Oncle Vania et pour conduire son véhicule, une SAD 900 rouge, on lui assigne d'office une jeune conductrice réservée, Misaki. Et de ce point de départ va naître une relation forte entre les 2 personnages. Donc là, faut bien comprendre que je viens de vous résumer le prologue du film, qui dure 1 heure. Mais ironiquement, ça joue pas en sa défaveur, c'est même plutôt malin. Concrètement, cette longue introduction, elle sert énormément parce qu'elle met en place divers éléments, beaucoup d'éléments qui serviront par la suite. Et surtout, ça permet d'asseoir la relation entre Yosuke et Otto, qui en plus montre leur amour mélancolique mais sincère. Et puis surtout, le premier plan du film, en contre-jour, qui met déjà Otto dans l'ombre, qui amorce son aura planante durant tout le film. Et plein d'autres éléments narratifs, comme l'histoire qu'écrit Otto pour la télévision, qu'on découvre au fur et à mesure, et qui va servir à un moment donné de vecteur lors d'une scène importante entre 2 personnages rivaux, et surtout qui va servir d'élément méta pour l'histoire en elle-même. Donc quand on arrive à Hiroshima après certes 1 heure de film, bah on a le même ressenti que Yosuke, ce sentiment de spleen, de mélancolie, ça a permis aussi de savoir qui il était et de le comprendre. Bon, après, il y a cette histoire de glaucome qui entraîne une cécité progressive chez Yosuke, qui finalement ne sert pas à grand chose dans le récit. Je pencherai plus pour une utilisation symbolique, surtout avec l'histoire d'Otto à un moment donné. Et cette écriture méta, elle va jusqu'à même dans les pièces qu'adapte Yosuke, et avec Oncle Vania, le personnage éponyme, Yosuke se fait un parallèle avec lui, donc c'est une utilisation pour forcer le personnage, pour prendre conscience de sa situation. Parce que le film parle avant tout de deuil et de reconstruction, et que tous les personnages du film doivent se reconstruire après un drame, sinon ils vont succomber. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe avec un personnage. Mais le film parle aussi de langage, et du fait qu'il n'y ait pas de frontières, parce que Yosuke adapte des pièces avec un casting multiculturel, chinois, japonais, coréen, etc. Bref, ils doivent quand même tous s'entendre pour pouvoir donner quand même une bonne prestation. Parce que l'intérêt dans tout ça, c'est de montrer que les mots ne sont qu'illusoires et que les sentiments peuvent être universels et quand même compris malgré la barrière de la langue. Et ça, c'est d'autant plus fort quand tu as une scène où tu as 2 actrices qui partagent un moment de complicité malgré le fait qu'elles ne partagent pas du tout la même langue. Et ça atteint son apogée avec l'actrice qui est auditionnée et qui joue dans la pièce avec le langage des signes. Ah, vous avez regardé? Attendez. Et tout ce symbolisme, il est présent dans nombre de détails disséminés au cours du film, comme la SAD 900 de Yosuke, qui est une métaphore de la vie qui suit son chemin, des choix qu'on a à parcourir. Et puis, aussi les nombreuses réflexions que l'on doit faire lors de nos nombreux voyages au cours de notre vie et qui montrent notre évolution. Et puis aussi, au Japon, le rouge, c'est la couleur de la purification, de la guérison. Oh! Et bah c'est nickel! Et la réalisation va de pair avec tout ça. Parce que même si on retrouve des longs plans comme dans Sense, bah ici, sans mauvais jeu de mots, ça a plus de sens. Parce que tout sert pour la caractérisation des personnages et leur attachement. Et puis aussi, le rythme est mieux géré. Ce qui fait qu'on ne s'attarde pas sur des détails insignifiants et ça se concentre sur l'essentiel. Tout est vu par Yosuke, ça ne s'éparpille pas. Et on ne quitte pas ce rapport-là. Et en plus, ça équivaut avec le montage qui est tendre et qui est sans coupe brute. Et justement, et ça va avec le ton du film. Et nombre de scènes s'enchaînent grâce à des astuces de mise en scène, grâce à des transitions invisibles. Enfin, pas vraiment des transitions. Ce que j'appelle des transitions invisibles, ce serait plutôt des raccords par idée. Enfin, un exemple tout bête, comme par exemple Yosuke va jeter à un moment donné un vêtement en l'air, le vêtement tombe sur une chaise, et ensuite le plan suivant, qui est donc la scène suivante, ça montre une valise ouverte, donc sur des vêtements, parce que Yosuke s'apprête à partir. C'est une idée toute simple, ou encore plus bêtement, des portes mécaniques qui se ferment, et le plan suivant pour la scène suivante, des portes qui s'ouvrent. Et même quand ça dure, comme ce plan à la fin du film où les 2 personnages sont filmés à hauteur de poitrine, les 2 personnages sont dans le même cadre, c'est un plan qui dure, mais ce n'est pas important parce que ce n'est pas grave, parce qu'on suit leur évolution finale. Donc le fait est que le plan dure,
bah ça laisse l'émotion se véhiculer de lui-même. C'est comme ça qu'on travaille le rythme, parce que le récit avance sans perdre le fil, tout en laissant la narration justement être parfaitement fluide et planante pour laisser diluer ce sentiment de mélancolie. Par contre, il y a certaines scènes qui auraient mérité d'être un peu plus rapides, comme celle du dîner avec l'actrice muette, qui est une bonne scène, mais disons qu'elle est tirée un peu inutilement, ou soit certains moments contemplatifs, où on voit juste les personnages marcher, qui auraient mérité d'être un peu plus dynamiques. 3 heures, je suis pas contre, hein, mais disons qu'en coupant quelques petits dialogues, quelques petits instants de vie, quelques centièmes de seconde par-ci par-là, en cumulé, on aurait pu retirer 10 minutes au film, ce qui aurait pu permettre de mieux solidifier le tout. 3 heures, c'est une excellente durée, une très bonne durée, pour montrer notre rapport au temps, pour montrer un attachement au personnage, pour qu'ils soient plus fouillés, pour qu'on apprenne plus sur eux, pour qu'on s'attache plus à eux, et aussi approfondir le rapport père-fille adoptif entre Yosuke et Misaki. L'autre défaut que je trouve, c'est que même si le film est très beau, il n'y a pas de moment jovial. La reconstruction par l'humour, quelques notes d'humour légères même, par-ci par-là, et ça aurait pu permettre justement de mieux construire et de mieux solidifier les personnages. Parce que voir les personnages faire preuve d'humour, bah on aurait encore plus s'attacher à eux. Les scènes fortes, du coup, vu qu'on a vraiment eu des moments d'attachement encore plus singuliers avec eux, bah les sentiments auraient été amplifiés. Mais il a clairement pas volé le prix du scénario à Cannes, parce qu'il est très beau, il est très intelligent, c'est très profond. Bon, même si le dernier acte, il est cousu de fil blanc, parce que tu vois tous les événements arriver et tu te dis, c'était obligé. Mais ça n'empêche pas de se laisser transporter par le voyage autant littéral que le voyage intérieur de Yosuke et Misaki, parce qu'on a partagé tellement de choses avec eux que lorsque on atteint l'apogée, on atteint le final avec eux, et qu'on les voit s'égarer dans leurs souvenirs comme dans leurs émotions, c'est le vrai climax émotionnel du film. Donc, au lieu de faire un doigt d'honneur de rage, je préfère faire ceci. Je m'excuse, monsieur Hamaguchi, de m'être emporté. Pardonnez-moi. Ah, vous avez regardé à nouveau. Attendez. Non. Bref, c'est un vrai crime de parler de Drive My Car dans un Critique Express, parce que ça mérite tellement plus, c'est tellement intelligent, beau, profond, je pense que vous avez compris, mais il y a tellement encore plus à dire, mais bon, si je le fais pas là, personne ne regardera, donc en même temps, enfin tu me diras, faut bien vivre avec son temps, quoi. Et voilà monsieur, j'espère que vous avez apprécié votre menu Critique Express. Ah non, il est complètement capoute le pauvre gars, ouais. Complètement shooté, complètement fatigué le pauvre, ouais. Ouais, ce genre de film là, ouais, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est effectivement hypnotisant, mais comme certains diraient sur les internets, sur Twitter, voilà, c'est hypnotisant oui, mais pour dormir, lol. Ouais. Je devrais te payer plus pour ce travail. Je suis pas assez bien payé. Mais enfin bref, il aurait peut-être dû prendre un menu Sanchi, ça aurait peut-être été plus frappant, je sais pas, ouais, ça aurait été peut-être mieux pour lui, ouais. Enfin bon. Enfin bref, salut les gars, à demain, hein. Une journée plus en moins, hein. À demain pour la même soupe. Mais non!